Je m'appelle Camille et j'ai toujours été celle qu'on oublie dans la famille. Comme cette gamine au fond de toutes les photos, celle qui tient les gâteaux ou nettoie les miettes pendant que les autres s'amusent. Oui, c'était moi. Franchement, tout a commencé quand ma petite sœur Léa est née. J'avais 5 ans à l'époque, et avant ça, la vie me semblait toute simple. J'étais une enfant, tu vois, je dessinais sur les murs, je regardais des dessins animés, je recevais tous les câlins et les histoires du soir. Puis Léa est arrivée, et d'un coup, c'était comme si on avait éteint les projecteurs sur moi. Tout est devenu centré sur elle. Au début, je me suis dit, bon, c'est un bébé, ils ont besoin de beaucoup d'attention, non? Mais là, ce n'était pas juste les trucs habituels avec un nouveau-né. Mes parents n'aimaient pas simplement Léa, ils l'adoraient. Maman la soulevait en disant, regardez notre petite étoile, et papa souriait comme si elle venait de sauver le monde. Pendant ce temps-là, moi j'étais là, j'ai dessiné un dinosaure. Et maman jetait un coup d'œil, c'est mignon, ma chérie, avant de retourner s'extasier devant Léa qui savait rôter sur commande. Quand elle a eu 3 ans, Léa est devenue la vedette de tous les événements de famille. Elle a commencé les cours de danse classique, et maman invitait tout le monde à la maison pour la voir tourner dans son tutu. Je te jure, chaque membre de la famille a une vidéo sur son téléphone de Léa qui tournoie dans le salon, pendant que moi, je pose des verres de jus dans un coin. Camille, tu peux m'aider avec ça, disait maman sans même lever les yeux, pendant que je distribuais les serviettes et les assiettes. Le pire, c'est que Léa était vraiment douée. Elle était toujours choisie la première pour les spectacles de l'école, les concours de talent. C'était comme si elle avait un aimant naturel qui attirait tout le monde. Et moi? J'étais juste là. Je ne la détestais pas, non. Elle ne m'avait rien fait. Mais je me sentais invisible. Ce n'était pas que pour les grandes occasions, c'était pareil au quotidien. Je rentrais de l'école, toute fière d'annoncer que j'avais eu une excellente note à mon projet de sciences, et avant même que je puisse ouvrir la bouche, maman disait, Camille, emmène Léa dehors pour qu'elle s'entraîne à faire des roues. Pas de « salut », pas de « bravo ma chérie », rien. Juste, va aider Léa. Et les corvées, mon Dieu, les corvées. Je crois que Léa ne sait même pas où on range le balai. S'il y avait de la vaisselle dans l'évier, c'était pour moi. Le linge sale qui s'accumule? Encore pour moi. J'ai appris à cuisiner à 8 ans parce que maman était toujours occupée à conduire Léa à ses activités. Tu es la grande sœur, me disait-elle, tu dois montrer l'exemple. Je ne demandais pas de médaille pour avoir plié des chaussettes, mais j'aurais aimé qu'on me remarque au moins. La seule fois où on faisait attention à moi, c'était quand quelque chose allait mal. Si Léa renversait du jus sur le tapis, c'était ma faute, je ne l'avais pas surveillée. Si elle se faisait une égratignure, c'était encore moi, je n'avais pas fait assez attention. Je ne sais même pas comment je pouvais être blâmée pour des choses alors que je n'étais même pas là. Un jour, ma prof a appelé à la maison pour dire que j'aidais mes camarades avec leurs devoirs de maths. Elle pensait sûrement que mes parents seraient fiers. Mais quand je suis rentrée, maman m'a juste dit, c'est bien. Tu as pensé à nettoyer la salle de bain aujourd'hui? Sérieusement? La salle de bain? Mon seul refuge, c'était l'école. Je me suis plongée dans les cours, j'ai rejoint tous les clubs possibles, n'importe quoi pour éviter de rentrer. Je restais même à la médiathèque après les cours, juste pour fuir le sempiternel. Camille, tu peux faire ça pour Léa? Pendant ce temps, Léa enchaînait les récompenses. Elle avait une étagère dans le salon rien que pour elle, trophées, médailles, concours de danse, concours de talent, même un prix de dessin qu'elle avait remporté une fois. Si elle éternuait, papa et maman applaudissaient. Et si j'osais dire quelque chose, j'étais jugée négative, ou jalouse, ou pas assez encourageante. À Noël, je me souviens avoir demandé une boîte de crayons de couleur parce que j'adorais dessiner. Et j'ai reçu un paquet de crayons HB basiques, ceux qu'on trouve dans une boîte de fourniture scolaire. Léa, elle, a eu une barre de danse toute neuve et un juste-au-corps personnalisé avec son prénom brodé. Je ne crois même pas qu'elle ait dit merci. Le plus dur, c'est que Léa n'était même pas méchante. Elle n'était pas une peste, ni une manipulatrice. Elle existait, c'est tout. Et apparemment, ça suffisait. Elle n'avait pas besoin de faire d'efforts. Tout lui était offert, juste parce qu'elle était Léa. Je me rappelle, vers mes 12 ans, j'ai demandé à maman pourquoi Léa ne faisait jamais de tâches ménagères. Elle a haussé les épaules, elle est déjà bien occupée avec ses activités. Et toi,
tu es douée pour garder les choses en ordre, Camille. Et voilà, fin de la discussion. Personne ne s'est demandé si moi aussi j'étais fatiguée. Donc, à 13 ans, j'avais plus ou moins accepté mon rôle de figurante dans ma propre famille. Je n'étais pas la vedette, même pas proche. Léa était le soleil, et moi une planète lointaine, condamnée à graviter autour d'elle. Ce n'était pas juste, mais que pouvais-je y faire? Et puis un jour, une opportunité s'est présentée au collège. Notre prof d'histoire a annoncé une sortie scolaire le week-end suivant dans la capitale régionale. C'était un gros événement, on allait visiter des musées, l'ancien palais de justice, et même rencontrer quelques élus locaux. Ils n'avaient sélectionné qu'une poignée d'élèves, et d'une manière ou d'une autre, j'avais été choisie. J'étais tellement excitée que j'avais l'impression que j'allais exploser. En rentrant, j'ai tendu l'autorisation à maman en commençant à parler sans m'arrêter de combien ce voyage allait être incroyable. Elle n'a presque pas levé les yeux de sa tablette. « C'est bien », a-t-elle juste dit. « Bien », ai-je répété en sautillant presque, « Maman, c'est énorme. On va dormir à l'hôtel, visiter la résidence du gouverneur et même voir les archives. » Elle a finalement jeté un coup d'œil au papier, puis a froncé les sourcils. « Camille, c'est pour le week-end prochain. » « Oui, je sais. » Elle a secoué la tête et a posé le papier sur le comptoir. « Tu ne peux pas y aller comme ça. » Toute mon excitation est retombée d'un coup. « Quoi? Pourquoi pas? » Léa a sa compétition de gymnastique le week-end prochain, a-t-elle dit, comme si c'était évident. On aura besoin de ton aide pour les costumes et les collations. Je l'ai regardée, attendant qu'elle plaisante. Mais non, elle était sérieuse. Maman, c'est un voyage scolaire. C'est éducatif. Tu ne peux pas t'occuper de la compétition sans moi, juste pour une fois? Elle a soupiré, comme si j'étais complètement déraisonnable. Camille, ne sois pas égoïste. Léa a besoin de toi. Papa a ajouté depuis le salon, sans même détourner les yeux de la télé, ta sœur a un vrai avenir devant elle, Camille. Tu devrais être fière de la soutenir. Fière? J'étais censée me sentir fière de préparer des barres de céréales et de coudre des paillettes sur des justaucorps? Mais c'est important pour moi, ai-je dit, la voix tremblante. Maman m'a balayée d'un geste. Tu pourras y aller la prochaine fois. Mais il n'y avait pas de prochaine fois. Ce voyage n'avait lieu que tous les quelques années, et d'ici là, je serais au lycée. Mais ça, ils s'en fichaient. Ils s'en sont toujours fichus. Ce week-end-là, pendant que mes camarades prenaient des selfies devant des monuments historiques, moi, j'étais assise sur un banc métallique dans un gymnase bondé, à regarder Léa faire des flips pendant que maman et papa l'encourageaient comme si elle participait aux Jeux Olympiques. J'avais envie de hurler. Léa a fini par gagner une petite médaille dans sa catégorie. Maman m'a forcé à la prendre en photo, brandissant sa médaille, sourire jusqu'aux oreilles. Elle est incroyable, non, m'a-t-elle dit en me donnant un petit coup de coude. Oui, ai-je murmuré. Incroyable. Peu de temps après, la carrière de Léa en gymnastique a pris un coup d'arrêt. Elle s'entraînait à une figure compliquée pendant un cours et elle est tombée de la poutre. Le craquement de son poignet en touchant le sol me donne encore des frissons. Maman l'a emmenée aux urgences, et elles sont revenues avec son bras dans un plâtre, accompagnée d'une longue liste d'instructions du médecin. Mais ce n'était même pas la fracture le plus grave. Le médecin a dit que Léa risquait de ne jamais retrouver toute sa souplesse. La gymnastique, du moins en compétition, c'était fini. Tu pourrais croire que ce serait un choc suffisant, mais non, mes parents ont réussi à aggraver encore les choses. Maman pleurait, faisant les 100 pas dans le salon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La gym, c'était tout son avenir. Papa était assis dans son fauteuil, les doigts sur les tempes. C'est une catastrophe. Moi, j'étais dans la cuisine, essayant de faire mes devoirs quand maman a débarqué. Camille, c'est de ta faute. Je l'ai regardée, complètement choquée. Quoi? Tu aurais dû surveiller son échauffement, a-t-elle dit, le ton tranchant. J'ai lâché mon crayon. Je n'étais même pas là. Exactement, a-t-elle claqué. Tu aurais dû y être pour l'aider. Mais non, tu es toujours centré sur toi-même. Cette famille part en morceaux et toi, tu restes là à faire tes devoirs comme si de rien n'était. Je ne savais pas quoi répondre. De toute façon, il ne m'écoutait jamais. Papa a renchéri,
peut-être que si tu passais moins de temps à te plaindre et plus de temps à faire partie de cette famille, Léa ne se serait pas blessée. Et voilà. Résultat, j'ai été punie pendant 1 mois. Pas de télé, pas de téléphone, pas de sortie. Pas que j'ai beaucoup d'amis, de toute façon. Mon monde est devenu école, corvée, et sentiment de culpabilité permanent imposé par mes parents. Léa, pendant ce temps-là, a profité au maximum de sa blessure. Elle s'étalait sur le canapé, le bras en l'air, en donnant des ordres comme une petite reine. Camille, tu peux me chercher un verre d'eau, ou bien maman, dis à Camille de m'aider avec mes devoirs. J'essayais de ne pas lui en vouloir. Elle faisait simplement ce qu'elle avait toujours fait, laisser tout le monde s'occuper d'elle. Ce n'était pas de sa faute si nos parents la traitaient comme une princesse et moi comme la domestique. Mais ça ne rendait pas les choses plus faciles à avaler. Mon seul échappatoire, c'était la boulangerie des parents de Mia, dans notre petite ville. L'endroit était chaleureux et calme. Mia et moi y traînions après les cours, en donnant un coup de main pour des petites tâches, plier des boîtes, balayer, ranger. Ses parents, Scott et Donna, faisaient partie de ces rares adultes qui remarquent vraiment les choses. Si j'avais l'air fatigué, Donna me demandait si j'avais mangé. Si je faisais quelque chose de bien, Scott hochait la tête et disait « Bien joué, gamine ». C'était un détail. Mais pour moi, ça voulait dire tout. Il me faisait sentir que j'existais, que j'étais plus qu'un plan de secours. Et pourtant, mes parents auraient pu être comme ça, s'ils avaient essayé. Mais non. Ils étaient trop occupés à porter Léa au nu pour voir que j'étais là, juste devant eux, noyée dans leurs attentes. J'ai cessé d'espérer que les choses changent. Si, après toutes ces années, ils ne m'avaient toujours pas vue, ils ne me verraient jamais. Quand j'ai eu 18 ans, je n'étais plus qu'un fantôme chez moi. Je parlais à mes parents uniquement quand c'était nécessaire, et je passais tout mon temps à l'école, à la médiathèque ou à la boulangerie de Mia. La maison ne ressemblait plus à un foyer. C'était juste un endroit où j'étais coincée, en attendant de trouver comment m'échapper. Puis est arrivée la terminale. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un peu d'espoir. J'avais travaillé dur au lycée, et enfin, ça avait porté ses fruits, j'avais été acceptée dans une université publique. Ce n'était pas une grande école prestigieuse, mais c'était une bonne fac, solide, et surtout, c'était mon ticket de sortie. En plus, j'avais obtenu une bourse partielle. Pas assez pour tout couvrir, mais c'était un début. J'ai attendu le dîner pour en parler, pensant que ce serait le meilleur moment pour capter leur attention. Papa découpait un poulet rôti, Léa scrollait sur son téléphone comme toujours. J'ai fait glisser la lettre d'admission sur la table. J'ai été acceptée, ai-je dit en essayant de garder la voix stable. Maman a jeté un coup d'œil puis a reposé les yeux sur son assiette. C'est bien, Camille. Bien? J'avais travaillé pendant des années pour en arriver là, et tout ce que j'obtenais, c'était un « c'est bien ». J'ai insisté. Ce n'est pas si cher, j'ai déjà une bourse qui couvre une partie des frais. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour le reste. Maman a poussé un soupir, comme à chaque fois que je demandais quelque chose. On ne va pas faire de prêt, Camille. Je ne demande pas un prêt, ai-je répondu tout de suite. J'ai juste besoin d'un peu d'aide au début. Je rembourserai tout. Je peux même signer quelque chose, si tu veux. Papa a enfin levé les yeux. L'université, ce n'est pas pour tout le monde, Camille. Certains feraient mieux de chercher un boulot tout de suite. Léa a ricané sans quitter son téléphone. Ouais, t'aurais peut-être dû y penser avant de perdre ton temps sur les devoirs. J'ai serré les poings sous la table. Ce n'est pas du temps perdu. J'ai déjà tout calculé. Je vais obtenir mon diplôme, trouver un emploi et vous rembourser. J'ai juste besoin d'un coup de main pour démarrer. Maman a secoué la tête. On n'a pas l'argent, Camille. Tu dois être réaliste. Il y a peut-être un poste au centre commercial. Plein de gens s'en sortent très bien sans aller à la fac. Je fixais mon assiette, intacte, retenant mes larmes. Ils avaient l'argent. Je le savais. Les cours de gym de Léa n'étaient pas donnés, et après qu'elle ait arrêté, il lui avait payé du matériel de dessin, des cours de piano, tout ce qu'elle voulait. Mais pour moi, rien. Après le dîner, je suis allée à la boulangerie, espérant y trouver Mia. J'avais besoin de parler à quelqu'un avant d'exploser. Elle essuyait le comptoir quand je suis entrée, et dès qu'elle a vu mon visage, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé,
m'a-t-elle demandé en posant le chiffon. Je me suis laissé tomber sur un tabouret et je lui ai tout raconté. Comment j'avais été acceptée à l'université, comment je demandais juste un peu d'aide, et comment mes parents m'avaient carrément envoyé balader. J'ai tout bien fait, ai-je dit, la voix brisée. Mention, activité, tout, et il s'en fiche. Mia n'a rien dit tout de suite, ce qui n'était pas son genre. D'habitude, elle avait toujours une remarque sarcastique ou une blague pour me faire sourire. Mais là, elle s'est contentée d'acquiescer. Attends, a-t-elle dit avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec ses parents. Ils avaient toujours été gentils avec moi, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre. Camille, a dit Donna en s'asseyant en face de moi. Mia nous a tout raconté. On veut t'aider. J'ai commencé à secouer la tête. Non, je ne peux pas vous demander ça. Tu ne demandes rien, a coupé Scott. C'est nous qui te le proposons. Tu fais partie de cette boulangerie depuis des années, a ajouté Donna. On a vu à quel point tu travailles dur. Tu mérites cette chance. Elle a hoché la tête. On va payer tes frais de scolarité. Tu travailleras ici à temps partiel après les cours, et tu nous rembourseras quand tu pourras. Sans intérêt, sans pression. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train d'entendre. Ces gens-là n'étaient même pas de ma famille, et pourtant, ils étaient prêts à faire pour moi bien plus que ce que mes propres parents avaient jamais fait. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, et pour la première fois depuis très longtemps, ce n'était pas de la colère ni de la frustration. C'était du soulagement. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai fait mes valises. Je n'ai pas fait de grands discours ni de scènes dramatiques. J'ai juste rempli tranquillement quelques sacs avec des vêtements et l'essentiel. La lettre d'admission était tout en haut, comme un rappel que j'allais enfin partir. Quand je suis partie le lendemain matin, mes parents ne m'ont presque pas remarqué. Maman était occupée à préparer le petit déjeuner pour Léa, et papa était déjà à moitié sorti pour aller au travail. Léa n'a même pas levé les yeux de son téléphone. L'université, c'était comme entrer dans un tout nouveau monde. Ce n'était pas parfait. Je devais jongler entre les cours, le travail à mi-temps à la boulangerie, et le stress constant d'être fauchée. Mais c'était ma vie. Pour la première fois, je n'étais plus là à nettoyer derrière les autres ou à me faire accuser pour des choses que je n'avais pas faites. Je pouvais enfin me concentrer sur moi. Ma chambre universitaire n'avait rien d'extraordinaire. Elle était petite, le matelas bosselé, et ma colocataire, Stéphanie, avait tendance à mettre de la musique country à fond n'importe quand. Mais on s'entendait plutôt bien. Elle était en première année comme moi, et on a créé des liens à force de révisions nocturnes et de plats à emporter bon marché. On n'était pas les meilleurs amis du monde, mais c'était agréable d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui ne me voyait pas juste comme la sœur de Léa. Les cours n'étaient pas une plaisanterie. J'avais toujours été une bonne élève, mais la fac, c'était un autre niveau. Je faisais des études en gestion des affaires, ce qui me paraissait un peu ennuyeux au début, mais plus j'avançais, plus tout prenait sens. Beaucoup de choses qu'on apprenait sur le budget, l'organisation ou la résolution de problèmes me rappelaient ce que je faisais à la boulangerie, sauf que maintenant, j'apprenais à passer au niveau supérieur. Justement, la boulangerie faisait encore partie intégrante de ma vie. J'y travaillais quelques soirs par semaine et la plupart des week-ends, m'occupant de tout, de la prise de commande à la gestion des stocks. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ça. J'avais l'impression de vraiment contribuer à quelque chose qui comptait. Et puis, les habitués étaient toujours sympas à côtoyer. Il y avait Monsieur Peters, qui venait chaque samedi pour un café noir et un roulé à la cannelle, et ce groupe d'étudiants qui juraient que nos muffins aux myrtilles étaient les meilleurs. Un jour, Scott m'a appelé dans le bureau à l'arrière. Ma première pensée a été « Oh non, qu'est-ce que j'ai encore raté ?» Mais au lieu d'être grondé, il m'a tendu une tablette avec un grand sourire. « Tu fais du super boulot, Camille. On pense à développer notre activité de traiteur, et on voudrait que tu la gères. » Je l'ai regardé, complètement sidéré. Moi? Gérer ça? Tu es organisé, fiable, et tu as la tête sur les épaules. On te fait confiance. Je ne savais pas quoi dire. Personne ne m'avait jamais fait confiance pour quelque chose d'aussi important. Je ne vous décevrai pas, ai-je dit. Et je le pensais. Prendre en charge le service traiteur a été un vrai défi, mais aussi un tournant. Je m'y suis investi à fond, création de planning, gestion des commandes, aide à la communication.
J'ai même conçu une affiche qu'on a accrochée un peu partout sur le campus, et en quelques semaines, on a commencé à recevoir des appels pour des petits événements, groupes d'études, réunions d'associations, ce genre de choses. Ce n'était pas énorme, mais c'était un début. Et chaque événement réussi me donnait l'impression d'avoir gagné une bataille. En parallèle, mes cours ont commencé à devenir plus clairs. Des notions qui me semblaient abstraites au départ, comme la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou la prévision financière, prenaient soudain sens quand je les appliquais à la boulangerie. Je m'asseyais en amphi et je me disais, mais oui, c'est exactement ce que j'ai fait avec le planning du traiteur la semaine dernière. C'était comme si tout ce que j'apprenais avait une utilité concrète, et ça rendait tout tellement plus motivant. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait des nuits où je dormais à peine, à cause d'un devoir à rendre ou d'un événement à préparer. Et parfois, je me sentais complètement épuisée, au point de me demander si tout ça en valait vraiment la peine. Mais je me rappelais pourquoi je faisais tout ça. Je ne travaillais pas juste pour obtenir un diplôme ou un salaire. J'étais en train de construire une vie. Une vie où je n'aurais plus besoin de dépendre de personne. Une vie où je ne serais plus jamais le paillasson de qui que ce soit. À la maison, c'était devenu froid et distant. Mes parents appelaient rarement, et quand ils le faisaient, les conversations étaient courtes et superficielles. « Comment ça va à l'école ?» demandait maman, puis, avant même que je puisse répondre, elle se lançait dans une histoire sur Léa. Ce jour de Thanksgiving, je suis rentrée dîner par obligation, plus qu'autre chose. Léa était assise à table, en train de faire défiler des photos sur son téléphone, pendant que maman s'agitait autour d'elle pour que tout le monde entende parler de ses nouveaux cours d'art. J'essayais de ne pas écouter, concentrée sur ma purée de pommes de terre. Mais puis maman a dit quelque chose qui m'a figée. On économise depuis des années pour que Léa puisse aller dans l'université de son choix. Je l'ai regardée, la fourchette suspendue en l'air. Vous avez économisé pour les études de Léa ? Maman a levé les yeux, l'air surprise. Bien sûr, on a toujours voulu lui offrir les meilleures opportunités. Les meilleures opportunités. Les mêmes parents qui m'avaient dit d'aller bosser dans une galerie marchande quand j'avais besoin d'aide pour financer mes études. Les mêmes qui n'avaient jamais eu la moindre curiosité pour mes notes ou mes projets. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Je ne me faisais pas confiance pour parler sans craquer. J'ai terminé mon repas en silence, le bruit des rires et des conversations de ma famille me vrillant les nerfs. Léa, bien sûr, avait l'air très satisfaite d'elle-même, comme si c'était parfaitement normal que nos parents la placent toujours en priorité. Ce soir-là, dans ma chambre d'enfance, j'ai pris une décision. Si mes parents ne se souciaient pas assez de moi pour investir dans mon avenir, très bien. Je ne gaspillerai plus la moindre goutte d'énergie émotionnelle pour eux. À partir de maintenant, notre relation serait strictement transactionnelle. Ils ne me voyaient pas comme leur fille ? Alors je n'allais plus me comporter comme telle. Et finalement, c'était plus facile que je ne l'aurais cru. Le moment fort de ma deuxième année à la fac est arrivé quand j'ai croisé Monsieur Wallace. Il est entré un soir, toujours aussi élégant, dans son costume taillé sur mesure qui criait homme d'affaires. Il a commandé son café habituel avec un muffin, et pendant que je l'encaisse, il m'a souri. « Camille, c'est bien ça ?» J'ai cligné des yeux. « Oui, c'est moi. » Il a hoché la tête. « Tu fais du très bon travail ici. » J'ai observé un peu comment tout roule dans cette boutique, et c'est impressionnant. « Merci, » ai-je dit, un peu troublé. « C'est un travail d'équipe, cela dit. »« Quand même, » a-t-il ajouté en me tendant sa carte. « On est toujours à la recherche de personnes intelligentes et bosseuses dans mon cabinet. Si tu es intéressé, appelle-moi après l'obtention de ton diplôme. » J'ai glissé sa carte dans ma poche, le cœur battant. Une partie de moi avait envie de foncer, là, tout de suite, mais je me suis rappelé qu'il me restait encore 2 années d'études. N'empêche, le fait qu'un homme comme lui voie du potentiel en moi, c'était comme une validation de tout ce pourquoi j'avais travaillé. À la fin de ma 2e année, j'avais remboursé jusqu'au dernier centime que Scott et Donna m'avaient prêté pour les frais de scolarité. C'était incroyable de pouvoir leur remettre ce chèque final, en sachant que j'avais tenu ma promesse. Pendant longtemps, j'avais couru après la reconnaissance de mes parents, essayant de leur prouver que je valais quelque chose. Mais maintenant, je comprenais que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais des personnes autour de moi qui voyaient ma valeur, et ça, c'était suffisant. Quand ma 3e année a commencé, j'étais lancée. Pas dans le sens où tout était facile, non.
La vie restait chargée, fatigante, mais j'avais trouvé mon rythme. Les cours se passaient bien, je gagnais correctement ma vie à la boulangerie, et l'idée d'un avenir concret ne me semblait plus si lointaine. C'est pour ça que l'appel de mes parents un soir m'a prise de court. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô, maman ?» ai-je dit, me préparant à entendre une énième nouvelle à propos de Léa. Oh Camille, sa voix tremblait, comme si elle avait pleuré. « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est juste que, elle a poussé un long soupir. « Ton père a fait de mauvais investissements, et là, c'est compliqué. On a du mal à payer les factures. » J'ai cligné des yeux, ne sachant pas quoi répondre. Mes parents n'étaient pas du genre à admettre qu'ils avaient des problèmes. « Je suis désolée de l'apprendre, » ai-je dit prudemment. « On espérait que tu pourrais nous aider, » a-t-elle enchaîné rapidement, juste le temps qu'on se remette à flot. « Tu as toujours été si responsable, et on sait que tu t'en sors bien maintenant. » Voilà. Il ne se souciait pas vraiment de comment j'allais ou de tout ce que j'avais traversé pour en arriver là. Il voulait simplement quelque chose de moi. Quel genre d'aide, ai-je demandé en essayant de garder un ton neutre. Tu pourrais peut-être nous ouvrir une carte de crédit, a-t-elle proposé. Juste quelque chose de modeste, pour les courses et les factures. Rien d'extravagant, bien sûr. Je suis restée là, à fixer la pile de manuels scolaires sur mon bureau. Le culot qu'ils avaient, de me demander de l'argent, après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais en même temps, je me suis demandé ce que cela signifierait de dire non. Ce n'était plus une question de Léa ou de leur décision. C'était moi, et le rôle que je voulais ou non jouer dans leur vie. D'accord, ai-je fini par dire, mais il y aura des limites. 1500 € par mois, pas plus. Courses, factures, et dépenses essentielles uniquement. Oh, merci ma chérie. Maman s'est exclamée. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour nous. Sa reconnaissance sonnait sincère, mais je ne me suis pas laissée aller à trop d'illusions. Je savais comment ça allait se passer. Mettre en place la carte n'a pas été difficile. Je l'ai reliée à mon compte, mais je me suis assurée de surveiller chaque dépense. Les premiers mois se sont étonnamment bien passés. Les paiements étaient modestes, courses, essence, de temps en temps un dîner dans un restaurant moyen. Rien d'excessif. Pendant un moment, j'ai cru que peut-être, cette fois, ce serait différent. Maman a même commencé à m'appeler plus souvent, généralement pour me faire le point sur leurs dépenses. On reste très raisonnable, disait maman. Juste les choses de base. Parfois, ces appels déviaient vers ses habituelles mises à jour sur Léa, mais je ne réagissais pas. Notre relation était devenue strictement transactionnelle, et ça m'allait très bien. Léa, évidemment, n'était pas ravie de mon implication. Pourquoi Camille doit tout savoir, l'ai-je entendu râler pendant un appel. Tu peux pas me laisser gérer ça toute seule ? Tu ne travailles même pas, a répliqué maman. C'était l'une des rares fois où j'ai ressenti une petite satisfaction en les entendant se disputer. Les mois sont devenus une année, et j'ai commencé à relâcher un peu ma vigilance. Les dépenses restaient stables, et je ne faisais presque plus attention à l'argent qui sortait de mon compte. Ce n'était pas comme si je galérais. Et puis, j'avais toujours la carte de visite de Monsieur Wallace dans mon portefeuille, en attendant le jour du diplôme. J'imagine que je me suis laissé aller un peu trop, parce que le premier signal d'alerte est arrivé un mardi au hasard. Je vérifiais le relevé de carte, comme chaque mois, et j'ai vu un paiement de 600 € dans une boutique de vêtements haut de gamme. J'ai appelé maman immédiatement. « C'est quoi ça ? » « Oh, juste un petit quelque chose pour Léa, » a-t-elle dit, comme si ce n'était rien. Elle avait besoin d'une nouvelle tenue pour un événement. Je me suis pincé l'arête du nez. « Maman, cette carte est pour les nécessités, pas les vêtements. » Elle va rencontrer les parents de Ryan ce week-end, a-t-elle insisté. Elle doit faire bonne impression. Ryan était le nouveau petit ami de Léa, le dernier d'une longue série de garçons que mes parents adoraient. Je ne l'avais jamais rencontré, mais à entendre maman en parler sans arrêt, il venait d'une famille riche, propriétaire de concessions automobiles de luxe. J'ai laissé passer. Après mon diplôme, décrocher le poste chez Monsieur Wallace, c'était comme entrer dans un autre monde. Certes, c'était un univers d'entreprise, mais pas étouffant. On respectait mes idées, on me confiait des projets importants, et on me payait un salaire que je n'aurais jamais cru possible. Pour la première fois de ma vie, je ne comptais plus chaque centime.
Je pouvais m'acheter de belles choses, une voiture fiable, des vêtements ne venant pas des fins de série, et même un petit appartement chic en ville. Évidemment, la nouvelle est vite remontée jusqu'à mes parents. Maman m'a appelé moins d'une semaine après que j'ai commencé le travail. Son ton était si mielleux que j'en avais presque mal aux dents. Camille, ma chérie, on est tellement fiers de toi. Un poste si prestigieux dans une entreprise aussi respectable. On a toujours su que tu irais loin. MMH, ai-je répondu, méfiante. J'avais appris à lire entre les lignes. On pensait juste, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant ce ton faussement détendu qui annonçait toujours des problèmes, maintenant que tu réussis aussi bien, peut-être qu'on pourrait augmenter un peu le plafond de la carte. Tu sais, pour les urgences. Combien, un peu, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Eh bien, 2500 €, ça semble raisonnable, tu ne trouves pas? Les courses coûtent de plus en plus cher, et les cours d'art de Léa, ce n'est pas donné. Voilà. Ce n'était pas pour les courses ou les factures. C'était pour Léa. C'était toujours pour Léa. Non, ai-je dit, sèchement. Maman a ri nerveusement, croyant peut-être que je plaisantais. Camille, ne sois pas si radine. Tu gagnes bien maintenant, on est une famille. Justement, ai-je répliqué. C'est pour ça que je vous donne déjà 1500 € par mois. C'est largement suffisant pour les besoins essentiels. Elle n'a pas vraiment insisté, mais j'ai entendu la déception dans sa voix quand elle a murmuré, « D'accord, si c'est ce que tu veux. » Je croyais que ça s'arrêterait là. Mais leur sentiment de droit ne faisait que grandir. Soudain, chaque appel téléphonique tournait autour de mes réussites et de leur fierté. Toujours suivi de petites allusions à ce que je pourrais faire en plus pour eux. Ça ne s'arrêtait jamais. Ils voyaient ma réussite comme la leur. Mon argent, comme leur argent. Chaque chose qu'ils désiraient, ils la présentaient comme un investissement pour l'avenir de Léa. Et chaque fois, je les rembarrais. Non, maman. Désolé, papa. Ce n'est pas dans mon budget. J'en ai déjà fait largement assez. Je voyais bien que ça les blessait de m'entendre dire ça. Mais je m'en fichais. J'avais passé toute ma vie à être leur paillasson. Et je n'y retournerai pas. Quand la trahison est arrivée, j'aurais dû m'y attendre. Franchement, combien de chances peut-on accorder aux gens avant qu'ils vous montrent qui ils sont vraiment? Mais malgré tout, malgré chaque demande absurde, chaque tentative de manipulation, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Tout a commencé par une photo. J'étais au travail, en train de parcourir des rapports, quand mon téléphone a vibré. Une notification. C'était un post Instagram de Léa. En général, je ne regardais jamais ses publications, toujours la même chose, des poses dans des tenues hors de prix ou des victoires à partager. Mais celle-là a attiré mon attention, parce qu'elle était complètement excessive, même pour elle. La légende disait, fiancée. Tellement bénie de célébrer avec la famille à Monaco. Tellement reconnaissante. #famille avant tout. Et la photo était encore pire. Léa se tenait sur le pont d'un yacht de luxe, blottie contre un type que j'ai supposé être Ryan. Mes parents étaient là aussi, souriant comme s'ils venaient de gagner au loto. Et pour couronner le tout, 2 autres personnes que je ne connaissais pas, sûrement les parents de Ryan. En arrière-plan, Monaco dans toute sa splendeur, l'eau turquoise, les yachts alignés, la skyline comme dans un film. J'ai senti mon estomac se nouer en continuant de faire défiler les images. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Ils étaient en voyage d'une semaine à Monaco pour célébrer les fiançailles de Léa et Ryan. Mes parents, Léa, Ryan et sa famille, profitant de l'un des endroits les plus chers du monde. Et le meilleur? Ils avaient tout payé avec mon argent. J'ai ouvert mon application bancaire. Billets en première classe pour 6 personnes, 18 000 €. Location de yacht pour la semaine, 25 000. Dîner dans des restaurants étoilés, soins au spa, visite privée de Monte-Carlo. Le total dépassait 50 000 €. Je n'arrivais pas à y croire. Je leur avais donné une carte pour les courses et les factures. Et ils s'en étaient servis pour financer des vacances de rêve à Monaco. Des vacances auxquelles je n'avais même pas été invitée. J'ai immédiatement appelé maman. Elle a répondu à la 2e sonnerie, tout enjouée. Coucou ma chérie. Le boulot se passe bien? Vous êtes où? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Elle a hésité. J'entendais de la musique au loin, des vagues.
Oh, on prend juste une petite pause. Tu sais à quel point ça a été stressant ces derniers temps, une petite pause, ai-je lancé. Vous êtes à Monaco avec la famille de Ryan, avec mon argent. Le silence de son côté était assourdissant. Finalement, elle a murmuré, Camille, n'exagère pas, ma voix tremblait. Vous avez explosé le plafond de la carte. Vous avez dépensé plus de 50 000 € sans rien me dire, pour un voyage où je n'étais même pas invitée. Tu n'avais pas besoin d'être là, s'est-elle défendue. C'était pour Léa et Ryan. C'était leur moment. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de Léa en arrière-plan. C'est Camille ? Passe-la moi. Il y a eu un bruit de froissement, puis Léa a pris la ligne. Camille, a-t-elle dit, la voix pleine d'agacement. Tu pourrais, pour une fois, ne pas tout gâcher ? Ce voyage est important. Les parents de Ryan sont là, ils doivent voir qu'on est une famille soudée, qu'on réussit. J'ai ri, amèrement. Une famille qui réussit ? Vous n'avez même pas de travail. Vous vivez avec mon argent. Oh, s'il te plaît, a-t-elle soufflé. Tu gagnes très bien ta vie. Qu'est-ce que c'est, 50 000 € pour toi ? Ce n'est pas comme si tu étais à la rue. C'est mon argent, ai-je riposté. Et vous ne m'avez même pas demandé. Léa n'a pas hésité une seconde. Peut-être que si tu n'étais pas toujours aussi amère, on t'inclurait. Mais honnêtement ? Tu ne colles pas. T'es gênante. J'en suis restée bouche bée. Gênante ? Je suis la raison pour laquelle vous êtes même là. Sans moi, vous n'auriez jamais pu vous payer ça. Exactement, a-t-elle dit froidement. C'est tout ce à quoi tu sers. T'es pas vraiment de la famille. T'es juste un porte-monnaie. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis restée là, à fixer mon téléphone, la poitrine serrée par la colère et la stupéfaction. Ce n'était même plus une question d'argent. C'était le fait qu'ils ne me voyaient même pas comme une personne. Pour eux, j'étais juste un outil. Un truc à utiliser, puis à jeter. J'ai rouvert mon application bancaire, la main tremblante à chaque clic. Et bizarrement, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. D'abord, j'ai annulé la location du yacht. Puis les soins au spa. Les visites privées. Les réservations dans les restaurants étoilés. Enfin, j'ai annulé leur vol retour. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai désactivé la carte. Définitivement. Plus un seul centime. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées commencent. Mon téléphone s'est mis à exploser dans l'heure. Maman, papa, Léa, et même Ryan appelaient sans arrêt. Le message vocal de maman dégoulinait de fausse douceur. Camille, ma chérie, rappelle-moi s'il te plaît, il faut qu'on parle. C'est juste un malentendu. Le ton de papa, lui, était plus menaçant. Tu vas réparer ça tout de suite, jeune fille. Tu es en train d'humilier la famille. Léa, bien sûr, est allée droit aux insultes. Tu as intérêt à annuler ce que tu viens de faire ou je te jure, Camille, tu vas le regretter. Même Ryan a laissé un message, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois nous rappeler immédiatement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai bloqué tous leurs numéros et je me suis déconnectée des réseaux sociaux pour la nuit. Le lendemain matin, en faisant défiler Instagram, je n'ai pas été surprise de voir le dernier post de Léa. Elle avait publié une longue tirade sur les frères et sœurs toxiques et sur comment j'avais saboté son voyage de fiançailles par pure jalousie. Les commentaires étaient exactement ce à quoi je m'attendais, ses amis prenaient sa défense avec des messages du style « Quelle sœur fait ça ?» ou « Tu es mieux sans elle ». Mais il n'était pas question que je la laisse contrôler le récit. J'ai posté ma propre réponse, avec des captures d'écran des dépenses et des messages qu'il m'avait envoyés. Oui, j'avais tout annulé. Les actions ont des conséquences. Il n'a pas fallu longtemps pour que le vent tourne. Des gens ont commencé à critiquer Léa pour son comportement égoïste, et certains ont même partagé mon post. À la fin de la journée, sa section de commentaires était remplie d'inconnus lui disant de grandir un peu. Grâce à des amis en commun, j'ai appris ce qui s'était passé ensuite. Sans le yacht ni les billets en première classe, ma famille a dû se débrouiller à la va-vite. Ils ont fini par réserver des sièges en classe économique sur une compagnie low cost et à loger dans un motel bas de gamme pour le reste du séjour. Quant aux parents de Ryan, ils étaient furieux. Ils pensaient que mes parents étaient aisés, pour découvrir que tout le voyage avait été financé, par moi.
On vous a fait confiance, aurait-il dit à ma mère. Vous nous avez menti. Léa, fidèle à elle-même, a empiré les choses. Bah fallait pas être radin, leur a-t-elle lancé. Si vous ne pouvez pas vous payer Monaco, ce n'est pas ma faute. Ryan a rompu les fiançailles sur le champ. Quand ils sont rentrés chez eux, le mal était fait. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Une semaine après leur retour, mes parents se sont pointés devant mon appartement, sans prévenir. Je n'étais pas surprise. Ils avaient toujours été insistants quand il s'agissait d'obtenir ce qu'ils voulaient. Camille, ma chérie, s'il te plaît, a supplié maman à travers la porte, la voix tremblante. On sait qu'on a fait des erreurs. Laisse-nous t'expliquer. Papa a enchaîné, on peut arranger ça. On est toujours une famille. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise sur mon canapé, à faire défiler mon téléphone comme s'il n'était même pas là. Après une vingtaine de minutes à frapper et supplier, ils ont fini par partir. Plus tard, le gardien de l'immeuble m'a dit qu'ils avaient essayé de le convaincre de les laisser entrer en prétextant une urgence. Il m'a appelé avant, et je lui ai dit de les renvoyer sans discussion. Ce soir-là, j'ai appelé Mia et je l'ai invitée à venir dîner avec un plat à emporter. Tu sais que tu es devenue célèbre, a-t-elle dit en souriant, les yeux rivés sur son écran. Ton post a été partagé dans plein de groupes de discussion familiales. Les gens disent que tu es une héroïne d'avoir tenu tête à ta famille. J'ai ri. Super. C'est tout ce qu'il me manquait. Des inconnus qui applaudissent pendant que je fous en l'air ma propre famille. Foutre en l'air? Mia a haussé un sourcil. C'est eux qui ont tout détruit. Toi, tu as juste arrêté de te laisser marcher dessus. Elle avait raison, bien sûr. Tu crois qu'ils changeront un jour, lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Probablement pas. Mais ce n'est plus ton problème. Et elle avait encore raison. Pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce qu'il pensait de moi. Je me fichais de savoir s'il regrettait ou s'il comprendrait un jour à quel point il m'avait maltraité. C'était fini. Je n'étais plus l'enfant oublié, transparente. Je n'étais plus le bouc émissaire ni le distributeur automatique. J'étais juste Camille. Je vivais ma vie. Et c'était suffisant. Parfois, le plus dur en grandissant, ce n'est pas d'apprendre à se tenir debout toute seule. C'est de savoir à quel moment il faut partir.